Bonjour, bienvenue à la Semaine verte. Dans un passé pas si lointain, l'environnement était loin d'être une priorité. L'industrie avait les coups des franches et pouvait complètement détruire un écosystème au nom du développement économique. L'exploitation de l'amiante dans la région de Thetford Mines en offre un exemple éloquent. Même si la dernière mine a fermé il y a bientôt 10 ans, des montagnes de résidus menacent toujours la santé de certains cours d'eau. Pourtant, des solutions existent pour restaurer les anciens sites miniers. On dirait des volcans qui déchirent le ciel. Un paysage puissant et rude. Nous sommes pourtant bien au Québec, dans la région de Chaudière-Appalaches. Quand on regarde les documents historiques puis on voit tout ce qui a été fait dans le passé ici, là, je veux dire, c'est inimaginable ce qui s'est fait point de vue environnemental. Un panorama façonné pendant plus d'un siècle par l'industrie de l'amiante. Une menace à la santé et un legs lourd sur le plan environnemental. On était la capitale mondiale de l'amiante et puis on en était très fiers, mais il n'y a pas eu de recherche nécessairement scientifique sur l'amiante. Pour désamorcer cette bombe à retardement et redonner au paysage son aspect naturel, des solutions existent. Verdir, reboiser, valoriser les résidus amiantés, même détourner la rivière. Un chantier titanesque. Depuis la fin du 19e siècle, l'exploitation de l'amiante contribue à l'essor et à la prospérité de la région. Elle fait travailler 5000 ouvriers. Thetford Mines devient l'un des plus grands centres d'exploitation et de production d'amiante au monde. On creuse partout. On démolit même cette église pour dénicher l'or blanc. Des cratères émergent. Des convoyeurs crachent sans répit des montagnes de résidus. Certains de ces monticules contiennent des stériles miniers à faible teneur en fibres d'amiante. D'autres, plus toxiques, constitués de résidus miniers fins, contiennent de l'amiante et des métaux. Mais dans les années 30, un lien tenu secret par l'industrie est établi entre l'amiante et le cancer du poumon. Plusieurs autres études scientifiques confirment ensuite la toxicité de l'amiante, ce qui marque le déclin de l'industrie. Les premières mines ferment leurs portes au début des années 80. La dernière, en 2012. Et l'industrie laisse derrière elle 800 millions de tonnes de résidus amiantés. C'est un passé historique qu'on a eu dans le temps qui a fait que la ville de Thetford Mines est ce qu'elle est aujourd'hui. On est prêt avec quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre, qui est parti. Il y a une exploitation qui a été faite. Il y a des profits qui se sont faits. Là, les gens sont plus là aujourd'hui. Des amoncellements atteignent jusqu'à une centaine de mètres de hauteur. C'est ce qu'on appelle des haldes. Aujourd'hui, Pierre-Alexandre Bergeron d'Aou et Sandrine Desaulniers prennent des échantillons d'eau dans la rivière Bécancour. Ils travaillent pour le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour, le Gros Bec. La présence de la rivière au cœur de ces vestiges de l'ancienne mine British Canadian les préoccupe. C'est de la roche qui a été concassée pour libérer les fibres d'amiante. Ça a été entassé comme ça là, pendant des dizaines et des dizaines d'années, mais sans mesure de contrôle des eaux de ruissellement. Le problème vient de l'érosion des haldes. Les eaux de pluie s'écoulent en surface, forment des ravinements et entraînent des particules de résidus miniers vers le pied des collines. Des nappes d'eau peuvent aussi se former à l'intérieur des haldes. L'eau s'écoule, puis ressurgit à l'extérieur. Et il arrive que des pans complets de haldes décrochent, parfois sur plusieurs hectares, comme un glissement de terrain. Il y a dans la région plus d'une cinquantaine de haldes. Elles couvrent un territoire de 1500 hectares
au milieu duquel coule la rivière Bécancour. Une quinzaine sont instables ou très abruptes, comme celle de la British Canadian. Elle charrie d'énormes quantités de sédiments tout droit dans le cours d'eau. Donc, c'est des sols à nu qui décrochent ou qui se font emporter par les eaux de ruissellement, la fonte des neiges, vers la rivière Bécancour. On voit des fibres d'amiante ici à l'œil nu. On en voit qui sont accrochées sur les herbes sur le bord de la rivière. En 2020, un rapport du BAP, le Bureau d'audience publique en environnement sur la gestion de l'amiante et des résidus miniers, dévoile qu'il n'y a pas eu de contrôle de la part du ministère de l'Environnement. Le document a l'effet d'un électrochoc. Le BAP constate que le ministère n'a pas réalisé de suivi périodique. Il n'a pas documenté l'effet des haldes de résidus miniers sur le milieu aquatique. Et il n'y a pas non plus d'informations disponibles sur la toxicité de l'amiante chez les organismes aquatiques. Impossible donc de brosser le portrait précis de la situation. Aucun suivi a été fait ni par le ministère de l'Environnement, ni par aucun autre ministère. Il ne semble pas y avoir de préoccupation par rapport à ce qu'on voit ici, finalement. Pourtant, les premiers résultats d'analyse de l'eau prélevée en aval du secteur minier sont troublants. Ils confirment que les taux de fibres d'amiante dans la rivière dépassent largement la norme américaine. Au Québec, il n'existe pas de norme sur la présence d'amiante dans l'eau. La menace s'étend aussi au-delà du secteur des haldes, dans le bassin versant de la rivière Bécancour, en direction nord-ouest. Elle touche l'étang Stater, le lac à la truite, le lac William et le lac Joseph. Les chercheurs Olivier Jacques et Reinhard Pienitz ont voulu savoir si les haldes nuisent à la santé de ces plans d'eau. Ils ont d'abord mesuré les propriétés physico-chimiques du lac Bécancour en amont des sites miniers pour les comparer à celles des lacs qui se trouvent en aval. Ils ont fouillé les entrailles des plans d'eau en prélevant des carottes de sédiments. Ça nous renseigne sur des écosystèmes aujourd'hui devenus complètement différents des écosystèmes qui ont existé de façon naturelle, sans impact humain, il y a quelques dizaines ou plus qu'une centaine d'années. Les chercheurs ont analysé la composition géochimique des sédiments déposés au fond des lacs. Premier constat, les résidus miniers des haldes voyagent sur une longue distance. Les sédiments sont transportés par la rivière Bécancour à partir de Thetford Mines. Ils voyagent à travers différents plans d'eau de la région jusqu'au lac Joseph. Une course d'environ 25 km. Autre constat, les haldes sont alcalines, ce qui fait grimper le pH de la rivière Bécancour et des lacs en aval. Les sédiments contiennent des métaux, du magnésium, du chrome et du nickel. Donc, ça peut changer carrément les organismes qui habitent le milieu. Puis, ça peut parfois amener une plus grande toxicité de certains métaux. Donc, ça peut avoir une forte répercussion. Ça peut avoir des conséquences sur la vie aquatique des lacs, puis se répercuter sur toute la chaîne alimentaire présente dans les lacs. En lisant ainsi dans ces sédiments, on comprend mieux l'histoire de l'exploitation minière de Thetford Mines. Un récit qui nous plonge dans les années 50 avec la découverte d'un important gisement d'amiante sous le lac Noir. Pour l'exploiter, la Lake Asbestos of Québec prend les grands moyens. Elle détourne la rivière Bécancour qui alimentait le lac. Pendant 4 ans, un dragueur retire et déplace la boue du lac Noir. Le lac Noir, asséché, devient alors la mine Lac d'Amiante, un gigantesque puits d'exploitation à ciel ouvert. Aujourd'hui, la destruction du lac Noir a des conséquences désastreuses pour les plans d'eau situés en aval de la rivière. On voit que les lacs reçoivent beaucoup de sédiments depuis les activités minières et la vidange du lac Noir, par exemple. Le phénomène est visible à la sortie de l'étang Stater, quelques kilomètres en aval de la mine.
Un petit barrage qui devait capter et retenir les sédiments amiantés n'a pas été entretenu, si bien qu'aujourd'hui, les coulées de résidus amiantés s'étendent vers le lac à la truite et même au-delà, vers le lac William, un important centre de villégiature. Donc ça fait en sorte que les lacs en aval sont en train tranquillement de disparaître. Donc ils s'ensablent, donc ils se remplissent de sédiments. Donc ils perdent de la profondeur, de la superficie. Lentement, mais sûrement, toute cette matière qui s'accumule transforme les lacs en milieux humides. L'urgence d'agir, elle est réelle, parce que si on ne fait rien, on laisse tout comme actuellement, on va assister à un vieillissement rapide de ces lacs. Les sédiments vont s'accumuler rapidement, incluant le contaminant. Et à travers le temps, ces sédiments-là deviennent des bombes à retardement qui vont encore accentuer le vieillissement et la contamination des eaux. Depuis 1995, la loi québécoise sur les mines oblige un exploitant à restaurer et réaménager les sites miniers, à en prévoir les coûts et accompagner son plan de restauration d'une garantie financière. Mais dans la région de Thetford Mines, il était déjà trop tard. En tout cas, je pense que c'est important pour la Ville de trouver une façon de gérer ces matières-là. Parce qu'ils sont là, on ne peut pas s'en cacher, partout dans la Ville, on les voit. Ça a pris 130 ans, là, créer ces montagnes-là en extrayant l'amiante des fosses. C'est des humains qui ont construit ça. C'est des coups de pic, puis de pelle, puis des convoyeurs, puis des voyages de camions, puis ça s'est fait au fil des ans, donc ça peut se défaire au fil des ans. C'est possible. C'est humainement possible, un petit morceau à la fois, mais ça prend de la volonté. L'image est saisissante. Depuis des décennies, ces résidences du quartier Black Lake à Thetford Mines sont encerclées de haldes de résidus miniers. La santé publique interdit aujourd'hui toute manipulation des monticules situés à 1 kilomètre au moins des résidences. On veut ainsi éviter que la population soit exposée aux poussières d'amiante. Ironiquement, à Thetford Mines, la moitié des maisons se trouvent à l'intérieur de cette zone tampon. Quand on joue dans des sédiments comme ça, qui a de l'amiante, on ne se le cachera pas, il y a tous les problèmes de santé et sécurité au travail. Si la façon, c'est de les valoriser, bien, tant mieux. Si la façon, c'est vraiment de les revégétaliser, puis après, bien, ça sera ça. Sur le site de l'ancien lac Noir, le puits de la mine Lac d'Amiante dépasse les 400 mètres. Un paysage qui est en train de se métamorphoser. Depuis quelques années, on assiste à une grande opération cosmétique, et c'est l'entreprise Viridis qui en est le maître d'œuvre. Spécialisée dans le recyclage des matières résiduelles, Viridis a le mandat de reverdir les haldes de stériles, celles qui n'ont pas de potentiel économique. Sébastien Hu dirige le chantier. Son objectif est de faire d'une pierre 3 coups: embellir le paysage, réhabiliter le sol et limiter l'érosion des haldes. On avait donc sur le bord du chemin qui nous amène sur ce plateau ici, on avait un fossé relativement important qui générait beaucoup d'érosion. Et petit à petit, en revitalisant zone par zone, on a été capable de limiter l'érosion pour faire en sorte que le fossé n'existe plus. Faire pousser des végétaux dans ce paysage aride est tout un défi. Le magnésium est toxique. Il faut le contrer avec un apport en calcium. Puis, on doit fabriquer un sol fertile d'une trentaine de centimètres d'épaisseur à l'aide de matières résiduelles fertilisantes. Avec le mélange qu'on apporte, mélange de sol faiblement contaminé, de résidus d'édancrage et de boue, on arrive à balancer en fait le ratio magnésium-calcium et ainsi favoriser la disponibilité de certains éléments, notamment du phosphore, pour favoriser l'implantation des graminées.
Mais Viridis veut aussi y implanter une forêt. Et pour ça, l'entreprise a recours à l'expertise de Nicolas Bélanger. Si on est pour développer là, une nouvelle plantation, on devrait essayer de trouver un endroit là, qui est mieux drainé. Je te proposerais d'ailleurs peut-être un site un peu plus haut, sur un autre plateau. En 2018, son équipe a reboisé le site avec des arbres à croissance rapide, des peupliers hybrides. Aujourd'hui, les arbres font déjà près de 2 mètres de haut. Les arbres, au début, sont très petits, avec un très petit diamètre. Et là, on le voit que le diamètre est significatif. Là, après 3 ans, c'est quand même impressionnant comme résultat. 3 autres essences d'arbres ont été plantées. Des mélèzes, des pins et des épinettes. En tout, 10 000 petits arbres ont servi à reboiser le site de l'ancienne mine d'amiante. Nicolas Bélanger a opté pour des essences dont la génétique est adaptée aux conditions hostiles. Les plantations sont faites sur andins, c'est-à-dire dans des bandes de terreau surélevées. La technique double la profondeur du sol, permet aux racines de mieux se développer et aux arbres de s'ancrer plus solidement, surtout qu'ils vendent beaucoup au sommet des collines. À quelques kilomètres de là, le lac aux eaux turquoises de l'ancienne mine British Canadian 1 est bordé d'un flanc de stériles miniers verdoyants. Depuis 2015, la firme Englobe a végétalisé 70 hectares de stériles et la vie reprend. On a une fierté, on a vraiment du chevreuil. Je suis arrivé ce matin, il était 7h30 très tôt. Il y avait des dindons sauvages avec des petits qui jacassaient après moi parce que je les ai approchés trop. Et puis, il y en a aussi des orignaux, des insectes, des abeilles. Pour réaliser ce projet, Englobe a utilisé près de 700 000 tonnes de matériaux destinés à l'enfouissement. Sols légèrement contaminés, boue municipale et papetière, compost, copeaux. On y a semé une prairie de graminées et de légumineuses. Et 14 000 épinettes blanches, une espèce indigène, ont été plantées. Avec les stériles, il était important de faire quelque chose. Puis la seule chose qui semblait adéquate, c'était de revégétaliser. Comme vous pouvez voir, les résultats sont probants. Puis on prévoit continuer ça. Je pense que ça fait partie du legs de notre société envers la région. Mais selon les compagnies minières, les autres haldes, celles formées de résidus miniers, recèlent peut-être un trésor, une richesse qui pourrait donner un nouvel élan à l'économie régionale. Ce qui se trouve derrière nous, ce sont des résidus miniers amiantés qui possèdent environ entre 30 à 40 de magnésium. Il y a aussi du zinc, du nickel et toutes sortes d'autres produits stratégiques qui sont importants, qui ont une très grande valeur sur le marché. Les métaux légers, comme le magnésium, sont en forte demande dans l'industrie automobile et aérospatiale. La société Asbestos estime que le magnésium qui dort dans les collines de résidus miniers aurait une valeur de 400 milliards de dollars. L'entreprise négocie avec des partenaires en vue d'en faire l'extraction et la commercialisation. Présentement, pour aller chercher du magnésium, on doit dynamiter, on doit creuser, on doit faire une mine. Et à l'heure actuelle, nous, c'est déjà sorti, c'est déjà miné, c'est déjà tamisé en grande partie et c'est déjà broyé. Il resterait à construire une usine de production de magnésium dans la région. Une usine semblable, Magnola, a vu le jour au Québec en 2000. Mais le marché du magnésium s'est effondré et l'usine a fermé 3 ans plus tard. Les procédés de transformation étaient vivement critiqués pour leur rejet toxique. Aujourd'hui, la société Asbestos prétend pouvoir développer des technologies sécuritaires et propres. Mais pour minimiser les risques sanitaires et environnementaux de la valorisation des résidus à Thetford Mines, il faut des règles claires. Or, le ministère de l'Environnement tarde à les préciser. Il faut que les orientations soient prises, là, parce que ça fait au-dessus d'1 an qu'on a passé à travers le bureau d'audience publique en environnement pour la valorisation de ces matières-là. Puis on n'a toujours pas de retour là, à savoir comment on peut faire la valorisation, si on peut le faire, comment on peut le faire. Dans l'attente, les investisseurs restent frileux. Et sans ce financement, la société Asbestos affirme qu'elle n'a pas les moyens de décontaminer ses anciens sites miniers.
À partir du moment où on a un projet qui va rapporter des dizaines, voire des centaines de millions de dollars, bien là, on a les moyens de faire des infrastructures pour protéger l'environnement, protéger la rivière, puis protéger les gens. Si vous demandez de faire ça présentement, bien là, ça devient compliqué parce que personne n'a les moyens. Mais les projets de valorisation des résidus miniers ne sont pas possibles partout. Plusieurs haldes très abruptes sont entassées le long de la rivière Bécancour et sont difficiles d'accès. Des pentes sont en rupture d'équilibre. L'ingénieur Miroslav Šum constate que c'est difficile d'intervenir sans risquer d'énormes épanchements de sédiments dans la rivière. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Je mets quelques sédiments ici, puis c'est surtout le sédiment fin qui, tout de suite, se retrouve après une dizaine de mètres dans la rivière. L'Association de la protection du lac à la truite a donné à l'ingénieur le mandat de protéger la rivière Bécancour et ses différents lacs. Miroslav Šum propose une solution radicale sur le site de l'ancien lac Noir. Avec un premier ouvrage de dérivation, il ferait bifurquer les eaux des crues et une portion de la rivière vers le puits du lac d'Amiante. L'immense réservoir se remplirait en quelques années sans altérer le niveau des autres lacs. Puis, grâce à un autre canal, il retournerait l'eau du puits directement dans la rivière. Imaginez-vous, les eaux chargées de sédiments avec la qualité d'eau discutable arrivent au lac, puis il y a comme un temps de séjour où les sédiments, même les sédiments très fins, qui sont d'ailleurs les plus dangereux pour l'écosystème aquatique, puissent se déposer. L'ancien puits d'exploitation servirait donc pendant plusieurs décennies d'immenses bassins de décantation. Les sédiments transportés par la rivière iraient se déposer dans les abîmes du puits. À l'exutoire, une eau déchargée de sédiments miniers ressortirait relativement propre et irait ensuite rejoindre la rivière. Plusieurs projets sont sur la table à dessin. Scientifiques et industriels semblent prêts à travailler en collaboration pour restaurer les anciens sites miniers. J'ai l'impression que toutes les astres s'alignent pour qu'on puisse avoir suffisamment de gens intéressés à trouver des solutions innovantes, réelles, fonctionnelles et sécuritaires. Mais ils disent tous attendre un signal clair du gouvernement québécois et surtout l'appui du ministère de l'Environnement. Je ne comprends pas que ce n'est pas le ministère qui entreprend les travaux ici. C'est l'instance qui devrait être le main-d'œuvre de réaménagement ici. Nous avons demandé à plusieurs reprises au ministère de l'Environnement de commenter la situation. Dans un premier courriel, on nous confirme que le ministère n'a pas d'études actuellement en cours sur la rivière Bécancour et on nous renvoie à l'organisme du bassin versant Gros-Bec. Puis, dans un autre courriel, on précise que les recommandations du BAP sont actuellement en analyse par les ministères et organismes concernés et qu'un comité interministériel a été mis sur pied et a pour mandat de travailler sur un plan d'action. Toute demande d'entrevue a été, pour l'instant, refusée. Là, on est dans une situation d'urgence. Même si ça fait 40 ans que c'est comme ça, 50 ans, 60 ans, ça demeure criant comme situation. Il faut utiliser d'autres visions. Il faut qu'il y ait une volonté politique de dire, OK, on fast-track, puis on fait quelque chose pour contenir l'hémorragie.